Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et ce soir, nous sommes au 4e épisode de la saison 6 de Tout et de Rien, du coup. Une saison qui est un peu plus chill, qui sera publiée Dieu seul sait quand. Mais quoi qu'il arrive, nous avons toujours des invités exceptionnels en la personne de Ismen et de Roman. Comment est-ce que vous allez toutes les deux ce 20 avril 2025 ? Ça va. Bonsoir tout le monde. Super. Et écoutez, bonjour. En fait, on peut leur dire bonsoir, on peut leur dire bonjour, on peut leur dire bonne année, joyeux Noël, joyeuse Pâques, puisque de toute façon, ces épisodes seront bien sûr écoutés par des milliers d'individus à n'importe quel moment dans l'année. On en est tous certains là-dessus. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous avoir pour un épisode assez tranquille. Un épisode où on va surtout parler animaux, je pense, aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec Ismen. Je te laisse la parole. Tout à fait, on va parler d'animaux parce que chez De Tout et de Rien, on aime bien les animaux. Vous connaissez tous, j'imagine, l'histoire de la petite sirène, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, ce sera une histoire de sirène, mais pas une petite sirène. Une sirène géante, en fait, une sirène énorme. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Eh ben, nous t'écoutons alors. Tout commence par une expédition au XVIIIe siècle. À cette époque, la Russie émerge en tant que grande puissance dominante de tout le continent eurasiatique. Et l'impératrice Anna Ivanovna, la nièce de Pierre le Grand, va lancer une expédition pour mieux cartographier le passage entre la Sibérie et l'Alaska. Ok. Car celui-ci est encore fort mal connu. Alors bien sûr, le détroit de Bering est habité par différentes populations autochtones qui, en fait, depuis des millénaires, font la navette et des allers-retours dans les deux sens, comme des études génétiques l'ont démontré. Côté russe, par exemple, on a les Koryaks, les Tchouks, les Évènes, les Énètes, les Itelmènes, les Nénètes, etc. Côté américain, les Inupiats, les Inuvialuits, les Aléoutes et les Yupiks qu'on trouve dans les îles aléoutiennes et donc un petit peu des deux côtés. Mais à l'époque, bien sûr, on ignore tout ça. Enfin, côté européen, c'est un peu flou. Donc, la première expédition européenne avait eu lieu, en fait, en 1648. Elle a été menée par le cosaque Simon Dejnev, qui a donné son nom au cap Dejnev. Mais malheureusement, le rapport qu'il a émis a été oublié ou perdu. Donc, on a un peu passé son expédition sous silence. Donc, on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Alors, la personne qui a donné son nom au détroit, c'est un Danois, Vitus Bering, qui avait participé à une première expédition en 1728, mais cette expédition avait échoué déjà. Ils avaient atteint l'île Saint-Laurent, qui est au large de l'Alaska, mais n'avaient rien pu voir parce que le temps était trop mauvais, donc on ne voyait pas du tout les côtes américaines, on voyait juste une petite partie. Le départ est le 4 juin 1741 depuis la baie d'Avacha, donc dans la péninsule du Kamtchatka, de deux navires, le Sviatoy Pavel et le Sviatoy Piotr, c'est-à-dire le Saint-Paul et le Saint-Pierre en français. Les deux équipages comptent 77 hommes, le Sviatoy Piotr commandé par Bering et le Sviatoy Pavel par un certain Tchirikov. Déjà, l'expédition va mal démarrer puisque le 20 juin, une tempête sépare les deux navires alors qu'ils font tranquillement leur bout de chemin. Le Sviatoy Pavel va aborder l'île du Prince de Galles en juillet. Il envoie 2 détachements d'hommes successifs et en fait, les 2 détachements d'hommes ne reviendront jamais. Donc bon, voyant ça, ils se disent que c'est pas la peine de s'éterniser. Ils vont rentrer bredouille en Russie en octobre en disant qu'en plus l'autre navire est perdu. Les hommes du Sviatoy Piotr sont déclarés disparus et pendant ce temps, ce bateau continue sa route. Le 16 juillet, il a vu le cap Mont-Saint-Élie, qui va être appelé comme ça justement parce que le 16 juillet, c'est Saint-Élie, voilà. Le mont qui fait la frontière entre le Canada et l'Alaska. Et ils poursuivent leur route jusqu'à l'île Kayak, dans le golfe d'Alaska. Et ils font une petite visite, alors une très courte étape, puisque voilà, comme le voyage se passe mal, ils peuvent juste ramener quelques animaux et plantes. Et celui qui s'en charge, c'est un jeune naturaliste qui a été engagé pour servir de médecin au bord, qui s'appelle Georges Wilhelm Steller. Il est un peu frustré parce qu'il ne peut pas faire correctement son travail, mais les événements vont lui donner l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour observer la faune et la flore du détroit de Bering, parce que, bien sûr, le Sviatoy Piotr va finir par s'échouer sur une île, en fait.
Au mois de Ok. septembre, alors que le Chateau Piotr fait route vers la Russie, la maladie et le manque de vivres vont frapper l'équipage, tout le monde est malade. Ils n'ont plus d'eau que de l'eau saumâtre, puisqu'ils n'ont pas vérifié la salinité de l'eau en refaisant leurs provisions sur l'île Kayak. Et en plus, une tempête a endommagé le bateau. Et ils vont finir par voir en novembre une côte qui se détache parmi les brumes du mauvais temps et par échouer dans une petite baie. Alors, c'est très compliqué parce qu'il faut sortir tous les hommes qui sont déshydratés, dénutris, atteints du scorbut ou d'autres pathologies. Et voilà, le bateau est à moitié détruit. Et ils ignorent où il se trouve. Parce qu'au départ, ils pensent être échoués sur la côte sibérienne, mais ils se rendent compte qu'il y a plein d'animaux sur l'île. Des renards, beaucoup de renards polaires, les asiatiques commencent d'ailleurs à les harceler parce que les renards aiment bien chipper des affaires. Je ne sais pas si vous le savez. Oh non, Vous je savais l'avez pas que les remarqué, renards étaient des voleurs. Ah bah si, ils aiment bien prendre un peu tout. Donc, Ok, là, en mais c'est pas juste l'occurrence, simplement pour récupérer de la bouffe, j'imagine. il faut récupérer de la bouffe, mais aussi tout. Donc, ils aiment bien jouer avec les D'accord, ok. vêtements. Là, en l'occurrence, ils s'amusaient à leur emporter leurs gourdes ou les ceintures, les trucs qui traînaient. Donc, c'était assez fatigant. Et il y avait Oui, je beaucoup veux de bien te loutres croire, ouais. aussi. Des loutres qui n'avaient pas du tout l'air farouches, en fait, qui venaient les renifler. Alors que d'habitude, les loutres fuient à l'approche de l'homme, pas parce qu'elles ont l'habitude d'être chassées, surtout à cette époque, on les Oui, mais là, chassait c'est des loutres qui ne énormément. les connaissent pas encore, c'est pour ça. Et oui, donc ils en déduisent que ce rivage est probablement inexploré. On envoie les 3 hommes qui tiennent encore à peu près debout partir en expédition de reconnaissance. Et en attendant, le reste de l'équipage doit s'installer. Donc, c'est une terre battue par les vents, avec surtout de la lande, en fait, Ouais. des herbes, quasiment pas d'arbres, donc difficile de se trouver faire des abris. Il faut creuser dans le sable, c'est humide. L'équipage a froid, a faim, et essaye de récupérer un peu de nourriture dans l'épave du bateau qui est à moitié échoué dans la baie, en fait. Et en fait, en faisant des allers-retours entre la baie et leur campement, ils s'aperçoivent qu'il y a des formes arrondies qui dépassent de l'eau. Comme s'il y avait des bêtes en dessous, en fait, avec le dos qui dépasse. Et ils commencent à vouloir les observer, parce qu'au départ, on voit juste des gros machins qui flottent. Ouais. Surtout, c'est un c'est peu l'air flippant quand même. Oui, même, effectivement, c'est ça c'est dit très tout sa intriguant. curiosité scientifique. Donc, à l'occasion d'un des allers-retours vers le bateau, qui se font difficilement parce que je vous rappelle qu'il fait très mauvais temps, il s'approche donc des formes arrondies, des dos qui émergent, et il s'aperçoit qu'il y a des petites têtes qui sortent de l'eau et qui poussent des sortes de hennissements. Donc, ce ne sont pas des Ok. baleines, comme ils avaient pensé. Et en approchant un petit peu, on voit les têtes qui se tournent vers eux. Ce sont des têtes chauves avec un gros mufle avec des moustaches, des vibris, et de Ok. petits yeux ahuris et myopes qui les regardent. Et les têtes se replongent et se remettent à brouter. Car oui, ce sont de gigantesques animaux qui flottent et broutent et qui ressemblent beaucoup Ouais. C'est des grosses à des vaches. Pyrénéens. Ah. Alors, est-ce que vous savez ce que sont les Pyrénéens? Bon, moi, je sais, mais je sais pas si Roman Ah sait. non, je sais pas du tout. C'est comme des lamentins ou des dugongs. Tout à Ouais, fait. je suis désolée, Ah oui, d'accord, ça y est, je vois. Tu vois, les espèces de gros Lors trucs de avec des gros nez, Ouais, et ça fait ouais. des chants, Voilà. mais très mélodieux, et c'est pour ça qu'on les appelle les sirènes. Ah, j'ai jamais entendu leur chant. Ah, moi non Bon, faut que plus, j'aille écouter, c'est c'est... pas. Donc, ça se trouve, peut-être que C'est leur des chant est sortes moche, de... mais... Je vais vous rappeler ce que sont les Pyrénéens pour nos chers auditeurs qui nous Vas-y, écoutent. bien sûr. Ouais. Les Pyrénéens sont des parents des éléphants. Leur ancêtre, comme celui des baleines, était un espèce de petit mammifère avec des petits membres et une petite queue, qui est petit à petit revenu à l'eau. Voilà, c'était au stand de l'Éocène moyen, il y a 40 millions d'années. Et voilà, il s'est divisé en 2 familles. Les Triquéquidés, c'est la famille des lamantins. On trouve plusieurs espèces, enfin 4 espèces. Le lamentin d'Afrique de l'Ouest, d'Amazonie, le lamentin nain et le lamentin des Caraïbes. Alors, ils font de 2,50 m à 5 mètres pour un poids de 250 à 600 kg, à part le lamentin qui fait 1,3 m. Ils ont une queue arrondie. C'est important pour les différencier du dugong. Bon, le record de poids, c'est 1000 kg. Et les dugons guidés ne regroupent qu'une seule espèce actuellement, les dugongs, donc, qu'on trouve sur les côtes de l'océan Indien, du Pacifique et de la mer Rouge. Voilà, le nom dugong vient du malais, qui signifie la dame de la mer. Donc, les dugongs sont un petit peu plus petits. Ils font de 2,5 à 4 mètres pour un poids de 250 à 500 kg.
Le Ok. record, c'est 900 kilos. Contrairement aux lamentins, les dugongs ont une queue qui Ok. ressemble à celle des baleines. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Alors que le lamentin, c'est un peu plutôt genre queue de castor ovale, quoi. Oui, qui ressemble en fait à une spatule. Voilà. Une spatule, ouais, plutôt. Ok. Voilà, Pas mal. mais ils se ressemblent beaucoup, hein, effectivement. Ils ont en commun d'avoir le même type de tête avec le mufle et d'être strictement herbivores. On les surnomme également les vaches de mer car ils passent leur temps à brouter des algues. Eh oui, pour c'est se ça, nourrir. justement. Les Siréniens, ils ont été nommés comme ça à cause de leur chant mélodieux, effectivement. On les Ok. appelle les sirènes aussi à cause du fait qu'ils ont la particularité, contrairement aux autres mammifères marins, d'avoir les mamelles sur la poitrine, donc comme les humains. Et même si ce sont des sirènes obèses et moustachues, ça fait effectivement un peu comme des femmes. Quand ils allaitent, ils ont des mamelles pleines de lait et des petits qui sont blottis contre leur poitrine. C'est très mignon d'ailleurs, si vous pouvez aller voir des vidéos d'allaitement de lamentin. Alors, allaitement du dugong, on ne voit pas trop parce que ils sont plus difficiles à filmer avec des caméras, mais effectivement, ça fait un petit peu comme un allaitement humain. Ok. Ou effectivement, la légende des sirènes et effectivement peut-être le chant aussi, mais honnêtement, je suis pas sûre qu'ils soient de très très bons chanteurs en fait. Ok. Ils font plutôt des sortes de petits bruits là, qui peuvent faire penser à des voix dans la tempête, Oui, mais c'est comme une espèce de grosse vache sous-marine qui fait genre mouh. Quand t'es un exactement, marin un un peu peu en plus manque gros. dans la brume, tu avec beaucoup d'imagination. Voilà. Ok. Alors, l'animal qu'ils viennent de trouver, lui, est une beaucoup plus grosse pointure, puisque on va appeler la rytine, et qui va s'appeler rytine de Stellaire, puisque c'est Stellaire qui va en faire la description, fait de 6 à 9 mètres pour un poids estimé à 8 à 11 tonnes. Ok, c'est énorme. Waouh. Ok. Oui, oui, c'est énorme. J'ai trouvé une photo, je te le mets dans le Discord, comme ça tu pourras voir, Ah, je veux bien, ouais. Merci. Voilà. la taille par rapport aux autres. C'est monstrueusement gros. On l'appelle rytine, en fait, ça vient du grec ancien ritus, qui signifie Ouais. plierine, parce qu'elle a une peau très qui fait de gros plis, en fait. Une peau noire avec des taches un peu plus claires, très épaisses, puisqu'elle fait de 2 ou 3 cm, et dessous une grosse couche de graisse de 10 cm, qui lui permettent de s'isoler du froid, parce que contrairement à ses cousins aussi, elle vit dans une mer boréale. Elle a, comme le dugong, une queue de baleine, en fait, et en fait, elle est si volumineuse que les adultes ne peuvent pas s'immerger complètement. Il y a toujours le dos qui dépasse, comme des espèces de gros rochers qui flottent et Ok. broutent toute la sainte journée. Elle n'a pas dedans, elle a 2 grosses plaques en kératine, voilà, qui lui permettent d'arracher les algues, essentiellement duquel. Et elle aime bien vivre dans les basses eaux, en fait. Elle vit pas très très loin du rivage et elle se sert de membres antérieurs pour se diriger, en fait. Elle évite D'accord. d'aller trop vers le large pour ne pas être emportée et vit en troupeau, exactement Ok. comme les bovins, en fait. Elle remet Ouais, les c'est yeux. ça, d'où le nom de vache des mers, hein, c'est que c'est vraiment Voilà, c'est une grosse vache aquatique, quoi. voilà, c'est une grosse vache aquatique. Mais qui est plus proche de l'éléphant, finalement, hein, génétiquement parlant. Oui, c'est ça. C'est C'est ça, rigolo. donc elle vit en troupeau. Ouais. Apparemment, d'après ce qu'on en sait, d'après ce que Stellaire a observé, elles étaient monogames. Les accouplements étaient plus fréquents au printemps et la gestation durait un peu plus d'1 an. Donc les naissances, c'était vers l'automne, parce que justement, quand ils sont arrivés dans l'île, ils ont remarqué qu'il y avait pas mal de nouveaux-nés parmi les ricines. Ok. Et donc en 1741, c'est une survivante du Pléistocène, puisque à l'époque, on en trouvait jusqu'en Mexique, au Japon, on a trouvé des fossiles, plus des traces d'eau qui prouvent qu'elles ont été mangées. Voilà. Et à l'époque, mangées notamment par les tribus indigènes dont je vous ai parlé précédemment. Ouais, au tout début, ouais, toutes ces personnes-là. Oui. Ok. Voilà, c'est ça. Donc en novembre 1741, bien sûr, Stellaire, qui commence à les observer, ignore tout ça. Bon. Déjà, Ok. un petit problème, c'est que l'équipage est complètement en déroute, ils n'ont plus de capitaine, puisque Bering meurt à 60 ans en décembre 1741. Ok, d'accord. Alors, il va donner son nom au détroit, à la mer de Bering, à l'île où il est enterré, puisqu'ils sont bien sur une île, voilà, et même à un glacier. Voilà. Et pour la D'accord. petite histoire, en fait, on a retrouvé sa tombe en 1991 lors d'une expédition et le corps de 5 autres marins, et on les a réenterrés dans une sépulture aménagée en 1992. Voilà. L'équipage, en fait, va rester 10 mois dans l'île, jusqu'en août 1742, et survivre en partie grâce à la vache de mer.
Alors, pendant l'hiver, en fait, ils se sont surtout nourris de renards et de loutres parce que la pêche en mer était quasiment impossible à cause du mauvais temps. Il y avait des tas de morceaux de glace qui dérivaient, qui rendaient très difficile la navigation, surtout que, je vous le rappelle, la moitié de l'équipage était malade et d'ailleurs une bonne Eh partie oui. sont morts. Puisque sur les 77 hommes de départ, lors de leur retour en Russie, il n'était plus que 44. Ah oui, quand même. Et quand même. Ça fait une bonne perte. Ouais. Mais ils auront pu Voilà. voir des rétines. Attention. Oui, c'est ça. Je me dis que le capitaine Bering a quand même eu une belle mort. Tout le monde n'a pas la chance de donner son nom déjà à un des trois et de mourir dans une île entourée de dugongs géants. J'espère au moins qu'il y a réfléchi en mourant. À partir du printemps, ça va mieux puisque le temps s'améliore et ils peuvent se mettre à la chasse à la rétine. Ils vont réussir à en attraper plusieurs. Donc, ce sont des scènes d'une rare violence que je ne décrirai pas. Mais voilà, ils les harponnent, ils leur tirent dessus, ils les battent. Bon, Ouais, après, ils ils se ont servent, l'excuse quoi. d'avoir. Voilà, ils ont quand même l'excuse d'avoir faim et d'avoir trouvé une bonne source de nourriture. Puisque avec une seule rétine, vous pouvez nourrir tout un équipage pendant un mois, quoi. Sans compter le fait oui. que la graisse permet de se chauffer aussi. Ils n'avaient pas de bois de chauffage, alors que faire fondre la graisse, ça donne de l'huile pour les lampes et ça permet de faire Oui, une ça fait flamber. un combustible, effectivement. Voilà, Puis un ça doit être bien combustible. gras, une rétine. Ah oui, oui, c'est 10 cm de graisse. Il y a de quoi faire. Tic. Voilà, Ok. un peu après Noël, en fait, les 3 personnes qu'ils avaient envoyées en éclaireur sont revenues pour leur confirmer qu'ils étaient une île, l'île qui va s'appeler Bering et qui n'est d'ailleurs pas très loin d'une autre île, enfin, qu'ils ne vont pas trouver à ce moment-là, qu'on va appeler l'île Menny plus tard. Et les 2 îles Ouais. seront appelées île du commandeur ou Commanderski en russe, voilà, pour en hommage à Bering. En juillet 1742, Steller va faire une dissection complète d'un spécimen de femelle de rétine Ok. et tout noter. Pour ça, il va souvoyer 3 marins pour l'aider à faire la dissection parce que la bête est tellement volumineuse qu'il n'aurait pas pu réussir tout seul, Ouais, tout ça, c'est notamment à impossible. sortir les entrailles. Il fallait se mettre à 4 pour tenir l'estomac quand même, qui faisait 1,50 m. Oh là là. Ugh. Vous pourrez retrouver tous ces chiffres dans son rapport. Voilà. Que finalement, l'équipage ayant été un peu engraissé par la chair de rétine, a pu se remettre au travail et reconstruire son bateau. En août 1742, ils vont donc repartir en laissant derrière eux l'île avec les renards qui ont continué à leur manger leurs provisions et les loutres aussi, les loutres, et revenir en Russie où ils n'étaient plus du tout attendus. En fait, ils sont arrivés à la fin du mois d'août 1742. Tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Bon, c'est vrai pour une grosse partie de l'équipage. Et au départ, d'ailleurs, leur rapport n'est même pas accueilli à bras ouverts. On va un petit peu leur causer des ennuis, surtout à Steller qui, en fait, a pris fait et cause pour des indigènes dans une histoire de rixe, voilà, entre autochtones et colons russes. Donc, il va se faire oublier et ses travaux ne seront publiés qu'un peu après sa mort. Alors, Ok, Steller meurt d'accord. très jeune, à 37 ans, en Ah oui. 1746, dans la ville de Tioumen, en Sibérie, une mauvaise fièvre. En fait, il aura Oh là passé là. les dernières années de sa vie à faire des allers-retours en Sibérie et à essayer de mettre un peu d'ordre dans ses notes. En 1751, on a la publication de 2 De Bestis Marinis, des bêtes marines, donc en latin, Ouais. ensuite traduit en allemand et en anglais. Le rapport complet de l'expédition sera, lui, publié en 1793. Vous voyez, Ok, il a d'accord. longtemps attendu ce rapport, hein, c'était bien la peine, Bah oui. par le naturaliste Pallas. Voilà, Ok. donc De Bestis Marinis contient donc une description détaillée de la rétine de Steller et également des otaries à fourrure, une espèce qu'on ne connaissait pas non plus, des lions de mer, de la Ok, loutre de d'accord. mer, dont on connaissait assez Ok. mal le comportement aussi, même si elle était très abondamment chassée. Mais là, justement, l'avantage d'être sur une île déserte, c'est qu'ils ne passaient pas uniquement leur temps à tuer des animaux, même s'ils en ont tué beaucoup, des Ok. Ça... centaines de loutres pendant Ouais, ça, je veux bien mais te croire. aussi Puis à même les les otaries, ça doit observer. être bien gras. Hein. Je Alors regarde les des photos otaries, d'otaries. justement, ils n'ont pas pu en manger parce que l'otarie est toxique en fait. On Ah ouais? peut pas Tu la peux pas manger consommer. d'otaries? Oui, le goût est infect avec lui. Donc Ok, ils ont c'est commencé à rigolo. en tuer, mais ça n'avait pas de voilà, c'était tellement beau. En tout cas, ils aimaient pas, quoi. Tellement D'accord. infect que voilà, ils ont dû se rabattre sur d'autres proies. C'est assez amusant à lire des Bestis marinis, puisque à la fois il y a des mesures très concrètes de tous les animaux. Voilà, vous avez le rapport complet de dissection de la rétine, par exemple.
et des considérations assez poétiques ou sentimentales, par exemple, sur les bébés loutres avec leur maman ou alors, sur les récines qui s'accouplent au petit matin en commençant par se rouler dans les vagues. Donc je pense que ça doit être OK. quand même un spectacle assez exceptionnel, ainsi que le fait que les rétines sont, des animaux qui sont extrêmement soucieux les uns les autres puisque pendant les chasses, en fait, elles donnaient des coups de tête dans les bateaux pour essayer de les faire tomber. Ah Même oui, si d'accord. oui, oui, même si elles ont un tempérament très placide, par exemple, Ouais, elles se ils défendent pouvaient quand même. oui, ils pouvaient se déplacer, au milieu d'eux, en fait, et leur tapoter le dos ou les caresser sans qu'elles bouffent trop. Mais quand elles étaient attaquées, quand même, Ouais, ils se défendent. Elles se défendent, elles ouais. se rebiffaient et OK. certaines allaient même voir le cadavre qui avait été chassé sur la plage. En fait, elles restaient dans l'eau à les regarder. C'est très triste, dis donc ça. Oui, c'est très triste. Pauvre, Rétine. Bah, c'est OK. encore plus triste quand on sait la suite, en fait, puisque la nouvelle d'une espèce grasse et facile à chasser et comportant de nombreux bienfaits, tant pour l'alimentation que pour se chauffer ou même construire des bateaux, hein, puisque la peau, comme la peau des rétines était très solide, on pouvait en faire des kayaks, Ouais. aussi s'est vite répandue. Sachant que c'est une bête qui était un petit peu connue peut-être des indigènes, parce qu'on en retrouvait parfois des cadavres sur les côtes qui avaient été arrachés à leur île et Ouais. voilà, à cause des courants et qui étaient revenus se fracasser sur les rivages russes ou américains. Mais en 1741, en fait, l'essentiel de la population d'érythines se concentrait sur les îles du Commandeur, en fait. Et cette population, c'était pas beaucoup d'individus. C'est-à-dire que quand l'équipage de Bering est arrivé, ils en ont vu des centaines et des centaines. Tout autour de l'île, il y avait des tas de troupeaux qui flottaient et qui broutaient et qui tournaient OK. autour de l'île à longueur de journée. Donc, qui sont un garde-manger inépuisable. Mais en fait, sur les 2 îles, il y avait sans doute 2000 bêtes, quoi, à tout casser. Même si elles étaient très grosses, c'était une population très fragile et l'arrivée des Occidentaux a signé leur arrêt de mort. En 1768, OK. on ne trouve plus une seule rétine. Elles ont été exterminées en moins de 30 ans Ah par oui, les d'accord. chasseurs, donc qui se sont succédés une fois qu'on a ouvert la route commerciale entre la Russie et l'Alaska. Rien qu'en 1755, 534 animaux ont été tués et pour la plupart n'ont pas été 534, OK. consommés. Oui, c'était vraiment on tirait dans le tas, on en ramassait quelques-uns et Oui, surtout que on voilà, laisse le comme reste pourrir, quoi, comme d'hab, quoi. surtout qu'en plus, comme c'était des grosses bêtes, il fallait quand même pas mal de monde pour les tirer hors de l'eau, en fait. Ouais. Il y a beaucoup de squelettes et de cadavres qui restaient échoués près du rivage. Et OK. voilà, donc elle détient le triste record de l'extinction entre le moment de la description de l'animal et sa fin. Ah oui, donc ouais, à peine 30 ans entre sa découverte et la Oui, c'est destruction de ça, l'animal. c'était 27 ans en fait, de OK. 1741 à 1768. Eh ben, on est efficace, hein? Ouais, c'est fou. La Et pauvre oui. Rétine, du coup. Donc ça veut dire que il y a que quelques individus dans le monde qui auront eu le droit d'assister au spectacle de Rétine broutant tranquillement Je trouve ça fou dans de les Voilà. dire profondeurs. brouter. Oui, c'est rigolo. T'imagines, Mais tu broutes, mais mais dans l'eau. c'était vraiment, enfin, c'est dans la description, vous pourrez aller lire des Oui, bestites ça marines. broute. Mais de Il, toute façon, les voilà, dugongs et Je trouve ça dingue. les dugongs et les lamantins broutent aussi. oui, oui, Ils ils broutent broutent tout les l'eau en algues, fait. quoi. Mais en fait, tu vois, en En bonne fait, ce sont des franc-comtoise, mammifères, connaissant donc bien les vaches, dire brouter, ça me surprend. Oui, c'est ça, ouais. Alors, c'est parce qu'il y a l'herbe et je crunch, quoi. Ouais, Mais c'est voilà, assez je rigolo. comprends. Si tu vas voir des photos de dugong ou de lamentin, tu les vois vraiment, ils ont leur grosse bouche et ils sont en train de schnouker des trucs dans le sol. Et ils ont des gueules très sympathiques au demeurant. C'est vrai, ouais. Et Ils ont des oui. petits poils sur le bout du museau. Ok. Oui, ce sont les vibrisses, les petites moustaches. Ah, ok, d'accord. Bah merci en tout cas de nous avoir fait découvrir Oui, oui, mais je cette n'ai pas espèce tout à méconnue. voilà, Ah, je tu as vais encore un terminer en vous twist. donnant Ok. mes sources. Alors, j'ai Ouais. fait connaissance de la rétine au musée des Confluences à Lyon, Ok. il y a une ouais. dizaine d'années. Et Ah oui, oui, parce que d'accord. quand le musée a réouvert, avant c'était un squelette de rétine qui se trouve dans les collections du musée depuis 1898. Ok. Mhm. Après un long périple de 2 ans, en fait, ce squelette est arrivé en France. Il a été intégré aux collections du musée Guimet, l'ancien musée d'histoire naturelle de Lyon, avec d'autres copains, mais il n'a vraiment été mis en valeur que voilà, dans la galerie de l'évolution, quand le musée a réouvert. Avant, je Ok. connaissais juste le dugong naturalisé, que possède aussi le musée, voilà, que j'allais souvent voir quand j'étais enfant. Ok, Il d'accord. m'a donc fallu attendre tout ce temps pour rencontrer la rétine, Et qui tu t'es est renseigné toujours dessus, là-bas, quoi. que Ok, vous donc pouvez voir.
Donc ça veut dire qui que m'a si on donné va à envie. Confluence, on peut trouver la rétine dans une des galeries alors. Ah oui, oui. Dans la galerie de l'évolution, bah, à côté de quelques autres animaux disparus, comme le dodo et le loup de Statsmanie, je crois. Ok, d'accord. Voilà. Moi, Et je vais aller ce voir un qui dodo. m'a donné envie. Justement, je suis revenue à ce sujet parce que récemment, j'ai lu un livre d'une romancière finlandaise qui s'appelle Ida Turpainen, Ouais, qui s'appelle À la recherche du vivant. Alors, c'est traduit du finlandais Elolisette, qui signifie le règne du vivant ou le règne animal, ok. qui est paru en France en 2023 et qui est justement consacré à la rétine de Steller. Ok. Voilà, donc aussi bien ce que je viens de vous raconter, la désastreuse expédition tragique de Bering, que les suites en fait, notamment comment les naturalistes se sont intéressés à cet animal une fois exterminé. Voilà, le trajet des ossements, des quelques squelettes qui ont été trouvés, parce que malheureusement, on n'a pas énormément de squelettes de cet animal. Il y a son génome entier qui a été séquencé en 2021, donc qui a permis de certifier qu'elle était bien plus proche du dugong que le lamentin. Mais c'est toujours en fait un animal sur lequel on a beaucoup à apprendre et à trouver un squelette reste une aventure. Ça a été le cas en 2017 Un dans vrai les défi, quoi. mines du commandeur. La naturaliste Marina Chitova en a trouvé un. Donc, Ok. vous pouvez aller voir les photos sur internet, on voit très bien, ça ressemble presque à une arche de bateau en fait, tellement les côtes sont grosses, enfin sont énormes quoi, c'est comme Ok. ça fait comme la quille d'un bateau. Ah bah oui, en même temps, ils ont stone le truc, hein, donc. Oui, oui. Celui-ci, c'était pas un très très gros spécimen, il devait faire un peu plus de 6 mètres, je crois. Bon, enfin, 6 c'est mètres déjà Ok. un peu plus de 6 mètres, c'est déjà considérable, hein, parce que là, il Oui, manquait la ouais, tête, grave. je crois. Donc, Ok, voilà. d'accord. Mais, et voilà, et ceci, il faut terminer en parlant donc du statut des cousins de la rétine, Du le quoi, pardon? dugong et le lamentin, qui sont tous classés vulnérables ou en danger. Tous les Voilà. membres siréniens sont vulnérables ou en danger alors. Voilà, tous les membres des Syriens sont donc, je vous en parle parce que voilà, c'est bien joli. Il faut en parler comme tu l'as fait longuement pour les Tout à fait, oui. différentes espèces de manchots. Et en plus, ces espèces sont toujours méconnues puisqu'elles sont assez timides. Elles sont victimes souvent de la bêtise des hommes, parce que des fois de la prédation et du braconnage, mais aussi des fois simplement du tourisme. Par exemple, il y a des bateaux qui leur rentrent dedans et Ok. qui les blessent à mort, comme ça. Ouais, Ou parce que alors, j'imagine que elles sont... comme leurs cousins, ils restent Voilà. très en surface en fait, donc. Oui, ça dépend. En fait, les dugongs plongent. Les lamentins sont souvent en surface, les dugongs plongent un peu plus bas. Mais ils sont Ok. aussi menacés, notamment par les filets de pêche sur la pêche en grande profondeur. Il y en a beaucoup qui sont Ok. tués comme ça par par la pêche industrielle qui ratisse les fonds. Et puis aussi par la dégradation de l'environnement qui fait qu'ils n'ont plus assez d'algues pour se nourrir, ou qui sont de trop mauvaise qualité, le plastique et tout ça. Donc il y a de multiples causes de déclin comme d'habitude. Déjà à la fin du 19e siècle, il y avait des fictions qui délivraient un message écologique. Voilà. Et notamment, la rétine de Steller apparaît dans une des histoires du livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui a D'accord, été ok. publié en 1894. En fait, c'est l'histoire s'appelle Le phoque blanc. C'est l'histoire d'un Ouais. petit phoque qui, en fait, pour protéger son peuple de la chasse, va se Ouais. mettre en quête d'une île mystérieuse inhabitée des humains. Ok. Et en fait, il va trouver cette île mystérieuse qui est habitée par les vaches de mer. Un endroit où elles peuvent flotter et brouter pour l'éternité sans être dérangées. Ok. Et en fait, cette île n'existe plus parce que c'était l'île de Bering, les îles du commandeur où elles s'étaient réfugiées, un peu comme les mammouths en fait, qui sont morts après s'être réfugiés sur les îles au fin fond de la Sibérie. Elles ont Ok. eu un répit de quelques milliers d'années par rapport à eux, puisque c'est une espèce de la préhistoire qui a été exterminée à l'époque moderne, en fait. Ok. Voilà. Oui, donc D'accord. comme elle a eu un peu de répit quoi Elle avant a la eu un fin quoi. sursis, Mais elle a été rattrapée par son destin et c'est bien triste. oui. Ok. Bah merci du coup en tout cas pour les informations sur la rétine Merci beaucoup. de Ouais. Steller. C'était très intéressant. Moi, j'ai découvert quelque chose, moi. Oui, et t'as tout un univers qui s'offre à toi maintenant, Roman. Mais carrément, oui. Avec la connaissance des dugongs et des lamentins et des trucs comme ça, il va falloir courir pour aller voir les photos de dugongs trop mignons, en train de tirer la langue, tu l'as sur Wikipédia, etc. Il y a plein de trucs, plein de trucs chouettes. C'est vrai que ça broute. Hein. Ouais, tu vois, on voit qu'ils C'est broutent. fou. Ouais. Ils broutent dans la mer, Tu vois quoi. que ça fait vraiment C'est- schcroum. Oui, crunch. On pourrait faire le bruit, ça Oui. broute. Les poissons, ils sont autour en mode chill. Mais voilà, c'est vraiment c'est une vache, mais dans la mer. Tout à fait.
Je vais en profiter du coup pour prendre le relais, Le relais. si vous me permettez, parce que je vais également aussi vous parler d'animaux aujourd'hui. Ok. Plus particulièrement en fait d'un oiseau. Parce que oui, on n'en a pas fini avec les oiseaux. Alors les auditeurs le savent parce qu'ils ont écouté les premiers épisodes de cette saison, mais vous l'ignorez puisque là on est reparti sur une nouvelle aventure aviaire, si je puis dire. Ornithologique, effectivement, c'est plus joli. Mais cette fois-ci, on va aller à l'exact opposé par rapport à la dernière fois. Donc à votre avis, où est-ce qu'on va ? Dans l'Arctique, puisque Exactement, on va aller plutôt au nord, on va même dans le Grand Nord. Alors la dernière fois, on a parlé dans l'épisode 2 des vrais pingouins, et on va continuer dans la famille justement des pingouins, plus ou moins qu'on appelle les alcidés. Et on va surtout parler aujourd'hui d'un petit oiseau, tout petit, tout mignon, avec un bec tout coloré. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Non, je suis nulle en oiseau. Nul en oiseau, c'est pas grave. Ah ouais. Je suis sûr que tu le connais. On va parler du macareux, ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Alors, les macareux, Ok. ou alors vous pouvez les appeler par leur nom latin, les fraterculini, sont un groupe d'oiseaux marins de la famille des alcidés, dans lesquels on va trouver justement notamment les fameux pingouins. Les macareux ont tous un plumage noir et blanc et le bec coloré. Ils vivent dans des colonies dans les régions tempérées fraîches de l'Atlantique Nord et du Pacifique. Dans le Pacifique, on va retrouver une espèce que l'on appelle le macareux cornu et une autre que l'on appelle le macareux huppé. Mais en Europe, il n'existe qu'une seule espèce de macareux, le macareux moine. Et aujourd'hui, c'est cette espèce-là qui va nous intéresser, parce qu'on va se la jouer européano-centrée et atlantico-centrée. Si jamais un jour ça vous tente, j'essaierai de me chauffer un peu pour faire les autres espèces de macareux. Soit dit en passant d'ailleurs, dans les petites anecdotes, il existe aussi une autre espèce de macareux, mais c'est juste qu'il a été appelé comme ça parce qu'il ressemble au macareux, mais il fait pas partie de la même famille que les vrais macareux. Voilà, en gros, il fait partie de la famille des alcidés, mais dans les alcidés, c'est pas un fraterculini. Voilà, c'est un peu le bordel. Mais bon, bref, du coup, on se recentre. Nous, on va parler du Fratercula arctica, ce qui signifie littéralement petit frère de l'Arctique en latin. La mention petit frère, ainsi que sa dénomination moine, est peut-être en fait à rapprocher de son plumage. Le macareux moine est aussi appelé le perroquet de mer ou calculo, une espèce d'oiseau marin pélagique nord-atlantique du coup qui vit en haute mer, sauf lors des périodes de reproduction. Cette espèce ne vit que dans l'océan Atlantique Nord et son aire de répartition était probablement plus importante à la préhistoire du fait de la période glaciaire. Ah oui, pour rappel, à l'époque, il y avait quand même des pingouins jusqu'au sud de l'Italie et au sud de l'Espagne. Aujourd'hui, les macareux se reproduisent localement sur des côtes isolées d'Europe du Nord, d'Islande et de la partie orientale de l'Amérique du Nord. Notamment en Amérique du Nord, ça va être au Canada, proche des îles de la Madeleine, sur les rochers aux oiseaux, ainsi que dans la réserve du parc national de l'archipel de Mingan, ou Mingan, je sais pas trop comment le prononcer, si ça doit être français ou anglais, sur la côte nord du Québec. Du coup, ça devrait plutôt être français si c'est Québec. Une colonie de 21 000 individus, selon un comptage de 2013, est recensée sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, en particulier sur l'île du Grand Colombier. En Europe, c'est en Islande que les plus grandes colonies sont présentes, 2 à 3 millions de couples, avec d'autres populations plus réduites en Irlande, en Écosse, au Shetland, en Scandinavie, aux îles Féroé et aussi en Bretagne. D'ailleurs, 160 000 macareux moines vivent dans les îles Lofoten, 92 000 macareux moines vivent aussi sur l'île de May en Écosse. Donc il y a quand même pas mal d'individus, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a quand même aussi en France en fait. Donc si vous voulez aller voir des macareux, vous pouvez aller faire un petit tour en Bretagne, et vous aurez peut-être la chance d'en apercevoir, mais aussi la chance d'apercevoir des pingouins tordas dont on a parlé la dernière fois. Il me semble que c'est à Perros-Guirec qu'on a plus de chances d'apercevoir des macareux, mais on y reviendra. Bon, mais du coup, à quoi ça ressemble réellement un macareux ? Déjà, ça fait la taille d'un pigeon, c'est assez facile à identifier par sa silhouette arrondie, ça marche en position verticale et ses vives couleurs. Chez l'adulte et le jeune, à partir de 3 ans, il commence vraiment à prendre des couleurs vraiment très vives. Il a donc une silhouette caractéristique avec une grande tête, une courte queue, un corps assez rond, des petites pattes palmées de couleur rouge et qui vont d'ailleurs parfois aller vers le jaune plutôt en hiver. Il a une trentaine de centimètres de long, son envergure peut atteindre 60 cm pour un poids de 500 grammes. Il est tout petit. On l'a dit, le plumage noir sur le dos, le cou, la nuque et les ailes, mais son ventre par contre lui est blanc, comme la plupart d'ailleurs des alcidés. Les joues et le dessus de l'œil sont aussi blancs, mais par contre l'œil est cerclé de rouge et ça se prolonge vers l'arrière par un fin sourcil noir. Je trouve que c'est une créature qui est très esthétique.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces courtes ailes lui confèrent un vol bas sur l'eau, mais quand même assez puissant. C'est pas un oiseau que vous allez voir aller dans les ciels comme les oies ou les canards. Ses ailes lui permettent de voler du coup en rase-motte au niveau de l'eau, mais lui permettent aussi en fait de nager. C'est pour ça qu'il a des ailes un peu spéciales. Il va pas utiliser ses pattes pour se propulser, il va littéralement voler sous l'eau. En période nuptiale, le dos, le cou et la nuque et la raie sommitale et les ailes sont entièrement noires, vont contraster avec un plumage blanc pur du ventre et surtout avec les couleurs très orangées. En fait, hors de la période nuptiale, l'oiseau devient un peu plus pâle parce qu'il a moins besoin de séduire sa partenaire. D'ailleurs, fait assez amusant, un œil non avisé en observant un macaron moine hors saison des amours, on pourrait le confondre avec un autre alcidé que l'on appelle le mergule nain, que vous pouvez aller googler parce que c'est assez chouchou, dont nous parlerons peut-être une autre fois. Maintenant, comment ça fonctionne le cycle de vie du macaron? T'es allé voir le mergule nain? Oui, c'est trop mignon. Il est très 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 chouchou. Hein. On dirait vraiment un tout petit bébé pingouin, quoi. C'est trop trop mignon. Il est excessivement choubidou. Ah oui, c'est Le mergule nain. Minuscule. On tout dirait petit, un tout petit. pigeon en fait. Ouais, de toute façon, le macareux, il est, Enfin, un il est pigeon minuscule mignon, aussi. hein. Hein. C'est vraiment que des créatures qui sont toutes petites. Alors, le cycle de vie. Commençons par le commencement. Au départ, il y a un œuf. Mais avant l'œuf, il y a un accouplement. Mais avant l'accouplement, il y a le nid. Donc, les macareux moines vivent dans de gigantesques colonies où ils vont construire leur nid dans des crevasses ou des dépressions dans la roche avec différentes brindilles. Ils sont d'ailleurs monogames et les deux parents élèvent ensemble leur enfant. Ils reviennent toujours sur le même site de nidification. À la saison des amours, les becs des macareux, comme je vous disais, changent de couleur et deviennent très orangés et très vifs. Le macareux va émettre un cri plaintif en période de nidification, ressemblant à une sorte de harou grognant et étouffé. En couple, ils vont se témoigner de l'affection par des légères frictions et des petits papotements de bec trop mignons. Les partenaires se touchent le bec frontalement et le mâle excité va pousser la femelle qui rejoint l'eau où l'accouplement se passe. En fait, ça couple sur l'eau. Les couples monogames sont donc fidèles durant la saison de reproduction, mais c'est juste durant la saison de la reproduction. L'année d'après, vous n'êtes pas forcément sûr de retrouver votre partenaire. Déjà parce que potentiellement il a pu se faire bouffer, mais aussi surtout parce que si vous arrivez un peu en avance ou un peu en retard, peut-être que votre partenaire aura déjà retrouvé quelqu'un d'autre. Ensuite, le macareux va donc creuser, à l'aide de son puissant bec et de ses pattes, des terriers, où il va du coup construire le nid que je vous ai cité précédemment, et ensuite pouvoir protéger le nid en question. Un macareux moine, ça vit en théorie près de 25 ans. Mais comme la plupart des espèces à longue durée de vie, il se reproduit peu. En effet, il ne pond que un seul œuf par an, posé à même la terre au fond du terrier, de avril à mai. L'œuf va être couvé pendant 40 à 43 jours, et si les parents perdent l'œuf, vite, ils vont devoir en faire un autre. Pendant cette période, ils ne se nourrissent plus et se concentrent exclusivement sur leur oisillon qui vient de naître. Plus le petit sera nourri, plus vite il deviendra gros. D'abord couvert d'un duvet brun-noir les 3 premières semaines, il se couvre de plumes à 1 mois. Son bec est plus long, plus foncé. Le juvénile du premier hiver est encore plus petit que l'adulte, et il va finir par prendre son plumage final, mais en plus terne. Le bec, lui, restera sombre, long et pointu, et les pattes un peu roses. Afin de protéger le poussin du vent, les parents vont donc créer des terriers vraiment très profonds, et les plus gros trouvés par les scientifiques pouvaient aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est énorme. Comme à chaque fois, les parents alternent la garde et la mission de nourriture. Donc en gros, il y en a un qui garde le petit pendant que l'autre, il va aller chercher de la nourriture. Ce qui me fait me poser une question, qu'est-ce que ça mange un macareux? Réponse, le régime alimentaire du macareux moine se compose presque entièrement de poissons fourrage. Ses poids de prédilection sont des petits poissons mesurant entre 7 et 18 cm, comme le lançon, le hareng, le sprat, le caplan. Cependant, l'examen de son contenu stomacal démontre qu'il mange occasionnellement des crevettes, d'autres crustacés, des mollusques, des vers polychètes, en particulier notamment au niveau des eaux côtières. Un adulte doit en moyenne avaler jusqu'à 45 proies par jour. Donc ça a intérêt à pêcher vraiment beaucoup. Donc le macareux, du coup, comme je vous l'ai dit, il doit pêcher beaucoup. Donc autant en vol, il peut faire que du rase-motte, ou à pied, il n'est pas forcément tip-top pour courir. Mais par contre, une fois qu'il est dans la flotte, finalement comme un manchot, il est très bon plongeur et peut aller jusqu'à 60 mètres de profondeur. Il a donc finalement plus qu'une rétine d'une certaine manière.
Il a une quarantaine de petits crochets sur le palais, sur 2 rangées, qui lui permettent de choper les poissons. Le record qui a été enregistré par les scientifiques, c'est 80 alevins dans le bec. Ça explique vraiment la forme de ce bec très particulier, pour pouvoir y caler le plus de poissons possible. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller googler des macareux avec des poissons, vous verrez vraiment, il y en a plein dans la bouche à chaque fois. Donc le macareux moine pêche à vue et peut attraper plusieurs petits poissons à la fois. Sa langue musclée et rainurée leur permet de les tenir directement dans le bec. Du coup, comme on l'a dit, grâce à ses ailes, il peut nager rapidement, il peut nager vite, il peut nager profond, et en fait, ses pattes palmées servent plutôt comme une sorte de gouvernail. Par contre, il ne va pas pouvoir rester trop longtemps dans la flotte. En fait, ces plongées vont durer en moyenne 1 minute. Bien que protégé par une bonne couche de graisse, il est particulièrement adapté à la pêche sous-marine, qu'il pratique habituellement à plus de 15 mètres, mais comme on l'a dit, le record, ça va être plutôt 60 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses reins et ses glandes salines nasales vont lui permettre de tolérer le sel marin qu'il avale en pêchant. Il peut donc ainsi s'approvisionner dans la mer, et voire même dans la haute mer, sans trop de problèmes. Puisque souvenez-vous, on l'a dit au début, autant quand il se reproduit, le macareux vit au bord des côtes, mais quand il ne se reproduit pas, il vit en haute mer. Donc vraiment très à l'aise dans la flotte. Alors, une fois que les parents ont bien nourri l'oisillon et qu'il est devenu bien gros, il va y avoir une période très importante pour le jeune oiseau, c'est qu'il va devoir se passer de nourriture pendant une 8aine de jours. En effet, à un moment précis, les parents doivent effectuer leur mue et ils ne peuvent donc du coup pas voler. Donc ça signifie que le petit du coup va devoir tenir sur les réserves que les parents lui auront pilées. Et c'est là justement où les petits parfois vont un petit peu craquer. Ils vont essayer d'aller chercher de la bouffe tout seuls et du coup sortir du nid. Ils vont s'élancer maladroitement au niveau des falaises en agitant leurs petites ailes, et c'est un moment où ils sont très vulnérables, parce que déjà ils peuvent tomber et pas réussir à voler, mais surtout, ils sont exposés à la prédation. Mais ça, Trop de stress justement. dans ton audio. Trop de stress. Pardon, je suis désolé. Moi je te rassure, si tu veux, je te donne une petite info comme ça au passage. Le record de vie pour un macareux écossais, c'était de 36 ans. Donc ça, s'ils s'en sortent, ils peuvent vivre assez longtemps en fait en vrai. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Bon, donc du coup, on est là pour parler prédation. Hein. Quand les adultes apportent de la nourriture aux poussins, ils peuvent parfois être poursuivis par des goélands ou des labs qui cherchent à leur voler de la nourriture. Pour s'échapper, la plupart du temps, ce qu'ils vont faire, c'est plonger, parce que le goéland, lui, il peut pas plonger. Mais le problème, c'est qu'il est aussi la proie du faucon pèlerin quand il est proche des terres, du goéland marin, mais aussi du renard polaire, et enfin d'une espèce particulièrement agressive, que vous connaissez très bien, j'en suis sûr, à votre avis. Le skua? Non, les humains. Non. Ah non. Le macareux moine est consommé en Islande, d'ailleurs parfois cru, et aussi dans les îles Féroé depuis des siècles, notamment lors des régulières pénuries de nourriture. Sa chasse traditionnelle en Islande est appelée le sky fishing, qui consiste à attraper les oiseaux au filet, alors qu'en France, il a par contre été beaucoup tiré au fusil, qui a d'ailleurs été une source de saturnisme, car en fait, l'animal finit par être toxique tellement on lui tire dessus. La chasse au filet n'est plus autorisée que 15 jours par an, car la population autrefois très abondante du petit atilé dans les différentes îles a globalement beaucoup diminué. Sa chasse est contestée, notamment quand elle vise à offrir de la viande, généralement fumée, de macareux aux touristes. Mais ça se pratique toujours, comme on l'a dit, en Islande et dans les Féroé. La chasse de loisirs et le braconnage ont été d'autres causes de la disparition et de la régression des macareux. Un exemple, en 1880, l'effectif français de macareux, concentré aux 7 îles, comptait encore 10 000 à 15 000 couples. Mais quelques chasseurs les massacrèrent, ne laissant que 1000 couples en 1910. Les ornithologues de l'époque se sont donc rassemblés pour créer la Ligue française pour la protection des oiseaux, une branche de la Société nationale d'acclimatation de France, dont la mission était de protéger les espèces animales et végétales sauvages, ainsi que les milieux naturels, ce qui est plutôt une bonne chose. Cette mobilisation a permis d'une part d'interdire la chasse des macareux en France, mais aussi d'obtenir en 1912 le classement d'une partie de l'archipel des 7 îles en réserve ornithologique pour la conservation de la nature. À cette occasion, la Ligue de protection des oiseaux, donc LPO, a fait ainsi du macareux son emblème. C'est notamment le témoignage suivant qui a déclenché la protection de l'espèce en France. C'est un témoignage de monsieur Loiseau qui rapporte le signalement fait à la jeune ligue ornithophile par un lieutenant au bureau suite à une excursion aux 7 îles en juin 1911. Je cite. La colonie de macareux de l'île de Rouzic a été décimée. L'île offre l'aspect d'un véritable carnage. Nous extrayons des trous des poussins morts, des œufs abandonnés et pourris. Nous trouvons une seule femelle occupée à couver et un adulte près d'un poussin de 8 à 10 jours. Nous apprenons alors par nos matelots que 8 jours avant, 2-3 individus sont venus de Paris
et se sont fait débarquer dans l'île avec une caisse de 60 kilos de cartouches. Ils n'ont quitté l'île qu'après avoir tout brûlé sur ces inoffensifs oiseaux tués au moment où ils venaient au nid apporter la nourriture à leurs petits. Les cadavres des victimes, près de 300 nous a-t-on dit, ont été ramenés à Perros et là jetés sur la grève. Ces messieurs les chasseurs, fiers de leur tableau, n'en ont apporté qu'un ou deux exemplaires. Il paraît que ces vandales répètent presque tous les ans ces inutiles et stupides massacres. On peut estimer dans ces conditions que la colonie de macareux de l'île de Rouzic aura dans 3-4 ans complètement abandonné les parages. Donc bien évidemment, la Ligue ornithologique va signaler ces agissements au préfet des Côtes du Nord qui va prendre immédiatement un arrêt interdisant absolument et en tout temps la chasse, la destruction, le transport, la vente des macareux. 65 ans avant la loi sur la protection de la nature qui, elle, sera instigée le 10 juillet 1976. Donc les macareux ont permis une avance de ce genre de choses dès finalement le début du XXe siècle. La population française de macareux moines, après avoir été considérablement diminuée, comme on l'a dit au XVIIIe siècle, n'a jamais réellement pu se reconstituer malheureusement, et a même continué à régresser avec le temps, à cause de nouveaux problèmes, des problèmes plutôt cette fois-ci liés à la pollution. Par exemple, en 1878, après les naufrages de pétroliers, il ne reste plus que 400 couples aux 7 îles, contre 2500 en 1966. La LPO engage alors des actions pour les sauver et transplantant ainsi des poussins des îles Féroé dans des nichoirs artificiels en Bretagne. Le poussin est particulièrement vulnérable au phénomène dit de pollution lumineuse qui progresse dans une grande partie du monde, notamment sur les littoraux. Au premier envol du nid, il s'oriente instinctivement vers les lumières les plus proches de son champ de vision, et au lieu de gagner la mer où il doit apprendre à se nourrir seul, il va finir par aller rejoindre les différentes lumières. C'est pour ça que les macareux ne survivent aujourd'hui que sur les îles et les lieux isolés. Des travaux récents de chercheurs concluent qu'au rythme des années 2020, les macareux perdront environ 70% de leurs aires de nidification d'ici 2100 et seront également vulnérables au dérèglement climatique. Tout à l'heure, nous avons parlé de la prédation naturelle, mais même là, elle est augmentée à cause des humains. Les nombreuses décharges à ciel ouvert favorisent la venue des goélands, des rats qui en profitent pour attaquer les adultes et piller leurs nids en grand nombre. Aujourd'hui, l'espèce est classée vulnérable. Il n'y a plus qu'une seule colonie peuplée de 164 à 187 couples qui se reproduisent exclusivement en Bretagne. C'est très peu. Toutefois, beaucoup de personnes militent pour que ça change. Le film Islande, le paradis des macareux, a été consacré à ce sujet par les réalisateurs Jean-Marc Robert et Mike Magidson. Il présente une nouvelle tradition islandaise de la petite île de Heimaey, au sud de l'Islande, où chaque année, vers le 15 août, des enfants passent plusieurs nuits dehors pour ramasser dans des cartons des centaines de macareux qui, lors de leur premier envol, ont été instinctivement attirés par les lumières les plus proches et se sont posés au sol au lieu d'aller en mer. S'ils n'étaient pas ainsi sauvés, ils se feraient manger par les chats, les chiens, écrasés ou blessés par les voitures, s'ils ne mouraient simplement pas de faim. Le film montre les enfants les collectant, les transportant le jour suivant sur le rivage où ils les relâchent, contribuant ainsi à la survie de la colonie. Le macareux moine est l'emblème de la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador et de la ville de Perros-Guirec en Bretagne, à cause bien évidemment de la plus importante colonie française de macareux, comme on l'a dit tout à l'heure. Le macareux moine est l'oiseau symbole de l'Islande, il y est très présent sur les souvenirs touristiques. Le macareux est aussi d'ailleurs la mascotte de la Ligue pour la progression contre les oiseaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour finir, une petite anecdote rigolote, les macareux moines ont inspiré la conception des porgs, des petits volatiles du film Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. Ces derniers vivant également dans des colonies sur des crevasses rocheuses d'îles et ayant un mode de vie ainsi qu'une taille similaire à celle des macareux. Mais ça s'explique de la manière suivante, parce qu'en fait, sur le lieu de tournage où ils ont fait le film, c'était sur une île avec des macareux. Du coup, pendant les scènes de film, il y avait des macareux, et ils ont hésité, et ils se sont dit, est-ce qu'on les retire en utilisant des effets spéciaux, ou est-ce qu'on les laisse? Et ils ont décidé, du coup, de les laisser. Ils les ont maquillés numériquement, et ils ont créé ce qu'on appelle les porgs. Donc, si tu veux aller taper porg sur Internet, tu verras des espèces de volatiles avec une gueule assez rigolote. Ou d'ailleurs, il y a une scène assez rigolote où Chewbacca se fait cuire un porg au barbecue et en fait t'as tous les porgs qui vont le regarder comme ça et qui le regardent avec des yeux tristes ou des yeux en colère et du coup ils décident d'arrêter de bouffer des porgs après. Ah mais oui, mais ça me dit quelque chose ça. C'est ah mais assez, oui, assez rigolo. oui. Ça y est, je l'ai. Oui, bien sûr. Mais oui. C'est sur l'île irlandaise de Skellig d'ailleurs, là où ça a été tourné. Et dernière petite information, si vous voulez voir des très belles photos de macareux moines, moi je vous conseille les photos de Laurent Echnoz, qui fait énormément de photos sur les macareux. Vous pouvez aller voir sa galerie et les récompenses qu'il a pu avoir. C'est un photographe et fait des très très beaux clichés de la Bretagne et des macareux moines. Et c'est sur ces informations-là qu'on va arrêter cette petite chronique. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur un animal que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît en fait. Bah ouais, mais carrément en plus. Tout à fait.
Bah, j'aurais bien voulu continuer sur le Sur un côté animal. animal, mais j'ai pas assez d'informations en fait sur le sujet parce qu'en fait on en parle pas mal dans les visites Ouais. que je fais, enfin pas mal, on en parle un petit peu. Dans les visites que je fais, on parle des chevaux puisque je travaille dans une, Eh dans une oui. ancienne mine école de charbon. Et en fait, l'utilisation des chevaux était très développée. À Ouais. l'époque, 19e siècle, c'était quand même assez la folie. On va compter énormément de chevaux dans les mines qui vont nous aider à tracter les wagonnets. Et puis pas que dans les mines, dans les usines, dans les manufactures, Ouais. évidemment dans tout ce qui est dans les fermes, etc. Mais le fait qu'un animal, un cheval en tout cas, soit enfermé dans la mine, qu'il ne ressorte qu'à la fin de sa vie, ou alors une fois qu'il est mort, qu'il C'est travaille horrible aussi. Bah ouais, mais qu'il travaille 15 heures d'affilée sans forcément se reposer, qu'on lui demande de tracter beaucoup de centaines de kilos derrière lui, tout ça dans un endroit où il y a énormément de poussière, très peu de lumière, et ben en fait, Ouais. on a déjà une société protectrice des animaux qui s'est créée en 1845 Ok. et une loi qui est votée en 1850 pardon, pour punir les industries qui utilisent les chevaux dans leur sans respecter les réglementations, parce qu'il y a des Ok. réglementations à respecter, et donc du coup ils avaient une amende entre 5 et 15 francs et peut-être même quelques jours de prison d'après cette loi. Ok. Si les restrictions n'étaient pas Mis en respectées. respecté, ouais. Cependant, le dernier cheval à sortir d'une mine, ça date de 1957, Ah oui, c'est soit très un récent, siècle ouais. plus tard. Ouais, d'accord. Voilà. Mais Mais ça reste intéressant de se rendre compte qu'il y a quand même des gens qui, même au 19e siècle, se soulèvent pour ouais, empêcher ce genre de choses. carrément, mais ça a pas vraiment marché. Ouais, mais on va dire que c'est Pas des l'attention qui masses. compte. Oui, voilà, non, parce que quand tu regardes à côté que les enfants, au même moment, en 1850, Ouais, travaillent à l'âge de 9 ans, enfin 8 ans minimum, et encore, il y en avait peut-être encore déjà des plus jeunes qui travaillaient dans la mine, tu dis, bon, ça ne m'étonne pas que pour le cheval, ça arrive plus tard, quoi. Voilà. Sinon, après, tu m'étonnes. j'ai eu une idée de petite chronique qui arrivait là comme ça d'un coup, parce que j'ai ouvert le tiroir. Je me Ouais. suis dit, oh tiens, j'ai envie d'un petit truc un peu sucré, un peu gourmand. Et je suis tombée sur les bonbons Yes! à la violette. Donc, la Les minute bonbons de à la Romane violette, ok. arrive. Yes, allez, bah c'est Bah, c'est parti, ça. on enchaîne. En fait, les bonbons à la violette, vous connaissez tous les bonbons à la violette, ces petits Je- bonbons je- aromatisés à la violette. C'est du sucre, hein, tout simplement. Oui, c'est du sucre, ouais, c'est ça. Ah ouais. Les bonbons à la violette, c'est dans les espèces de petites boîtes en alu, c'est ça? Oui, tu peux en avoir dans des petites boîtes en alu ou alors tu en trouves dans des sacs en plastique, Ah oui. maintenant. Par contre, généralement, on va plutôt parler de la violette de Toulouse. Alors en Ok. fait, c'est du sucre aromatisé à l'essence de violette, c'est pas la fleur elle-même qui est cristallisée. Et il faut à peu près 1 tonne de fleurs fraîches pour faire 30 grammes d'extrait de violette. Ok. Voilà, donc ça montre déjà à peu C'est près toute la énorme. chose qu'il y a à faire pour faire vos bonbons à la violette. C'est-à-dire que dans mon tiroir, j'ai un peu la honte en fait. Mais par contre, les bonbons à la violette, ça existait déjà à l'époque médiévale, mais pas de la Ok. même manière. Parce que le bonbon à la violette qu'on connaît et dont on parle là, il arrive qu'en 1890. Et Ah oui, c'est très avant, c'est récent. la fleur. Ouais. Avant, c'est la fleur qui est cristallisée pour faire des bonbons. C'est juste la Ok. fleur en elle-même qu'on va manger. Alors ça se trouve encore aujourd'hui, mais ça est devenu très rare. Vous pouvez aller dans des vieilles bonbonneries, Ah ouais. des vieux Les vieux magasins magasins de de bonbons. bonbons et Ah oui, j'en vois des ça, vous designs. pouvez en Ça a trouver. vraiment la tronche de la fleur, c'est ça? Ah bah, c'est le pétale en fait que vous avez C'est le qui est pétale. Ok. cristallisé. Mm. Et Ok, donc à l'époque super. médiévale, la fleur pouvait aussi être pouvait aussi être utilisée pour réaliser des sirops de violet à des Ok. fins médicinales contre les rhumes, les bronchites et les irritations des voies respiratoires. Plutôt Génial. pas mal, mais Bah, c'est pas mal, ouais. incroyable. En Bah, plus de grave. ça, c'est bon. C'est fou. C'est Au fantastique. XIIIe siècle, la violette va décorer les plats et les salades. On imaginait ça, c'est super mignon. Et parfois, elle va même farcir les viandes ou même le poisson. Et elle va aussi être présente évidemment en gelée et en confiture. Bon, ça c'est classique. Oh. Et ouais. Par contre, est-ce que vous avez déjà senti un parfum à la violette? Oui, je pense. Un petit peu, Ouais. c'est sucré, non? C'est assez. Ah ouais, ouais. Bah ça, en fait, la violette est incluse dans les parfums qu'à partir du XVIe siècle. Pas avant. Ok.
Et oui. D'accord. Et donc du coup, c'est qu'à partir de 1890 que la violette va rentrer dans l'histoire de Toulouse parce que, la violette de Toulouse est une espèce à part entière apparemment et elle devient OK. l'emblème de la ville en 1960 et aujourd'hui, il existe même un festival de la violette à Toulouse qui Ah a ouais, il y a un lieu festival de la les violette à 3 et Toulouse? 4 février. Ouais. OK, Et c'est une fleur, incroyable. je terminerai là-dessus, qui symbolise la modestie, la pudeur, OK. la timidité et Oh! l'amour secret. Oh, c'est chouchou. Ouais, mais ouais, c'est très mignon. Donc, tu vois, tu peux offrir des bonbons à la violette à ta dulcinée. Bon, toi, Ah. en l'occurrence, ton amour secret, mais ça reste quand Oui, même mais mignon. si tu as un amour secret, tu lui offres des violettes et Oh, si la personne connaît le symbole, elle se dira: «Waouh, peut-être qu'il se passe quelque chose» ou alors si la personne ne connaît c'est pas le ça. symbole, elle mangera juste des bonbons à la violette. Donc communiquer, pas qu'avec des fleurs, mais en parlant, en fait. C'est C'est important, comme la ça, communication. quoi. La communication, c'est important, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah, Et super, merci voilà. beaucoup, Romane, Avec plaisir. pour cette micro chronique, cette minute finalement sur les Minute. bonbons à la violette que tu as trouvé dans ton tiroir. C'était très instructif. En fait, pour la petite anecdote, je les ai trouvés dans le tiroir, certes, mais en fait, je suis allée voir dans mes petits secrets de la Minute Histoire de l'Art parce que je Ah, suis en train d'écrire des pages et des pages sur les bonbons, sur tout ce qui est confiserie ah. d'époque. Et donc, je me suis dit, ben tiens, ça, c'est déjà un petit peu rédigé, c'est un petit Rédigé, paragraphe petit tout paragraphe, mignon. tout mignon. Et donc, du coup, voilà. Ça Je me résonne. suis dit, Bien. je vous en parlerai aujourd'hui. Eh ben, c'est fort aimable. Merci beaucoup. Et merci du coup à toutes les deux d'avoir bien voulu participer à cette émission, à cet épisode. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir. On remercie aussi les auditrices et les auditeurs qui nous ont écoutés. Si à l'épisode fait. vous a plu, bien évidemment, vous dites-le dans les commentaires. Si vous a déplu, dites-le aussi dans les commentaires. On mettra notre orgueil de côté et on lira vos remarques constructives, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode avec je sais pas qui, puisqu'il sera tourné je ne sais pas quand. Vous voyez, à chaque fois dans les intros, je vous donne les dates. Donc comme ça, vous avez une vision que ça se fait sur un très long terme cette année. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Et bah super, on a perdu Roman dans le processus. Non, je Ah, suis c'était là. là, ok. Je suis toujours là. C'est toujours là. Ah Ok, bah non. super, attendez, j'arrête l'enregistrement. Tac. Si jamais tu as un sujet de discussion qui te vient ou non, tu n'hésites absolument pas. J'aime bien hésite pas à dire que t'as pas de sujet du coup. Du coup, Bah, le fait est que si t'as pas de ce sujet, soir, t'as je pas n'ai pas de. de sujet. Si ce soir t'as pas de sujet, c'est pas grave, mais au cours du truc, si jamais t'as un truc qui te Ouais. vient en tête, Ça tu marche. hésites pas. Si d'un coup tu te dis, oh bon sang, j'ai absolument envie de parler, je sais pas moi, des éclairs à la vanille, tac, Mais elle rigole, j'ai exactement pensé à la même chose. Ah oui, c'est vrai. C'est excellent. Aujourd'hui, Incroyable. c'est Pâques, donc il faut parler de chocolat si tu manques d'inspiration. Ah oui, c'est vrai que c'est Pâques aujourd'hui. Tout à Tout à fait. fait. Tout à fait, tout à Tout fait. à fait.